Merci Jean-Félix, mais le livre n'est pas un pamphlet du tout. Il a un titre un peu accrocheur, je reconnais, mais sinon c'est une analyse qui se veut relativement objective et froide de la situation. Et ce n'est pas une critique en particulier d'un gouvernement ou d'un autre. C'est une critique d'une sorte de dérive qui est générale. Notamment dans le monde occidental, mais qui est effectivement très symptomatique. Alors, je vais commencer par faire un tout petit peu d'histoire, parce que c'est une période que j'ai vécue, que d'autres ont vécue, qui a été une période assez extraordinaire au moment de la chute de l'Union soviétique. On a traversé à ce moment-là une période quasiment irénique. Pour la première fois depuis 1945-47, le Conseil de sécurité se prononçait d'une seule voix. Les Russes votaient avec les Occidentaux sur un certain nombre de problèmes, comme le Moyen-Orient ou d'autres. Les Russes étaient invités à la conférence de Madrid, co-présidaient, même si la Russie était affaiblie évidemment à l'époque par l'effondrement de l'Union soviétique, mais il y avait une sorte de consensus international. Et c'est à ce moment-là qu'on a lancé d'énormes projets d'organisation de la société internationale. Il y a eu une espèce de grand rêve à ce moment-là. Euh, à l'époque, par exemple, Védrine, le ministre Védrine avait été particulièrement actif, mais d'autres aussi. Et alors on a essayé de trouver des mécanismes, de créer de nouvelles institutions sur l'environnement, sur les droits de l'homme, sur le commerce. C'est la période de création aussi, un petit peu avant de l'Organisation mondiale du commerce. Bref, essayer de créer un réseau de règles que le monde entier pouvait accepter, auquel il pouvait adhérer, et qui aurait pacifié en quelque sorte le monde. Cette période a duré une dizaine d'années. En fait, elle a pris fin en 2003 avec l'invasion de l'Irak par la coalition dirigée par les États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Il s'est passé, d'abord nous avons traversé une période très profondément unipolaire, c'est-à-dire il y a eu un État qui dominait le monde, c'était les États-Unis. Et quand on domine le monde, on est toujours frappé par ce que les Grecs appelaient l'hubris, c'est-à-dire le vertige de la puissance. Et les Américains l'ont eu. Dans le même temps, il y a eu une idéologie qui s'est répandue aux États-Unis, qu'on a appelée le néoconservatisme. Et cette idéologie était une idéologie qui très curieusement d'ailleurs, véhiculée au départ par un certain nombre de trotskistes ou de gauchistes, comme Podhoretz ou Kagan ou d'autres. Et cette idéologie fixait comme ultime fin de la puissance américaine, non pas de créer un équilibre dans le monde et la prospérité, mais de promouvoir les valeurs de la démocratie, des droits de l'homme, etc., dont l'Amérique était supposée être à la fois le berceau et le meilleur défenseur. Et donc il y a eu une espèce de changement de paradigme, j'aime pas trop ce mot, mais enfin un changement de critères dans la politique étrangère américaine. On voulait porter le bien partout ailleurs. C'est une tentation d'ailleurs que les Américains ont eu plusieurs fois dans leur histoire. En ce qui concerne la France, eh bien, c'est au même moment que sont apparues un certain nombre de doctrines intéressantes, et notamment, alors il faut reconnaître qu'il y a entre la France et les États-Unis, et il y avait d'ailleurs du temps de l'Union soviétique aussi un parallélisme, il y a très peu de pays au monde qui ont le sentiment d'avoir au fond d'eux-mêmes, enfin de concrétiser, disons des valeurs universelles. Les États-Unis, la France, autrefois l'Union soviétique. Évidemment, c'est un levier formidable d'influence pour ces pays-là, puisque comme ils incarnent ces valeurs universelles, eh bien, les promouvoir, c'est aussi promouvoir leur propre influence. Alors, l'URSS est tombée. Maintenant, ces valeurs universelles, la France a essayé de les promouvoir à travers un concept qu'on appelait l'ingérence humanitaire, qui a été étudié et promu à la fois par des juristes et par des praticiens, comme les Médecins du Monde, enfin surtout le Médecins sans frontières, Kouchner. Et donc la France avait un instrument, en quelque sorte, pour... alors c'était plus humanitaire que droits de l'homme, mais ça revenait à peu près au même,
pour intervenir à l'extérieur au nom de ces valeurs universelles que la France et d'autres pays étaient supposés défendre et incarner surtout. Et donc, on est entré dans une espèce de spirale où le monde est devenu une sorte de terrain de chasse, en fait, terrain d'influence pour les pays qui voulaient répandre partout dans le monde des valeurs qu'ils estimaient supérieures et qui étaient des valeurs universelles. Alors, entendons-nous, ces valeurs, il ne s'agit pas de les critiquer. Ces valeurs, elles sont portées par des siècles de civilisation, elles sont souvent le terreau, le ciment de nombreuses collectivités. Chacun a les siennes, elles sont... Et non seulement chacun a les siennes, mais en plus il est de fait que dans le processus que je vous ai décrit auparavant, on voyait petit à petit, par une démarche intergouvernementale, c'est-à-dire dans des conférences où chaque État a son propre mot à dire, et adhère ou n'adhère pas, selon son désir, à ce corpus de valeurs, mais il est de fait qu'il y a un véritable processus en cours d'universalisation des valeurs, c'est très clair, et sur une base intergouvernementale, c'est-à-dire il y a des diplomates qui négocient, qui signent avec l'accord de leur gouvernement, et c'est comme ça que petit à petit se crée un ordre international. Simplement, évidemment, on est encore loin du compte, parce que d'abord, ce système est un système, comme je l'ai dit, dépendant de la volonté des États, et notamment pour son application. Et c'est un système qui, à part quelques cours de justice internationales qui mettent souvent 10 ans avant de rendre un jugement, et qui souvent aussi ont tendance à juger plus le vaincu que le vainqueur quand il y a un conflit, à part ça, il n'y a aucune sanction pour promouvoir ces valeurs. C'est un système intergouvernemental, interétatique. Et brusquement, avec l'apparition de la doctrine du néoconservatisme, voilà que le système, qui ne l'avait pas souhaité, trouve brusquement une puissance. En 2003, c'était les États-Unis, qui se charge en quelque sorte d'être le bras armé de l'application de ces valeurs universelles. Donc arrive la crise d'Irak, donc nous connaissons bien les résultats. Et le paradoxe, c'est que du côté français, alors même que les États-Unis ont été très, très refroidis, si j'ose dire, par l'échec de l'aventure irakienne, et l'arrivée d'Obama était le signe d'un changement d'attitude, mais en fait, avec un effet retard, il est de fait que la politique étrangère française a été très touchée par cette mode de parler des valeurs, d'imposer la démocratie aux gens, de juger personnellement. Et donc, alors si vous regardez la convergence d'un certain nombre d'éléments qui tiennent à l'actualité, c'est-à-dire à la situation actuelle, c'est-à-dire d'une part la puissance des médias, des réseaux, le caractère émotionnel des réactions, qui nuit au recul qu'on peut avoir pour définir une politique internationale froidement en fonction de l'histoire, de la géographie, de la civilisation, des rapports de force. Donc émotion plus doctrine d'expansion de valeurs jugées universelles mais qui ne le sont pas encore, évidemment les effets sont tout à fait délétères. Alors ils sont tout à fait délétères. Quand on regarde le bilan de l'action internationale de ces dernières années, on constate qu'il y a 5 régimes arabes laïques qui ont sauté, dans des conditions plus ou moins effroyables. Alors il ne s'agit pas de regarder les responsabilités. La plupart des dirigeants qui ont sauté étaient soit corrompus, soit des brutes affreuses, etc. Bien sûr, mais en fait la région s'est trouvée entièrement déstabilisée et la porte a été ouverte à des régimes qui, eux, étaient souvent moins sympathiques. Puis il y a eu évidemment des retournements de situation et un peu douché. J'essaye de ne citer aucun pays en particulier, mais par exemple en Égypte, quand il y a un coup d'État qui a renversé les frères musulmans, je crois que tout le monde finalement a été assez content parce que on était sorti quand même d'une grosse incertitude et d'un gros danger potentiel. Mais la crise continue, évidemment, en Libye,
en Irak, en Syrie, au Yémen. Et donc voilà, donc on a détruit des régimes qui contribuaient à la stabilité, qui avaient chacun leur histoire, qui avaient chacun, si on peut appeler ça, leur valeur, enfin, héritage culturel. Et on les a détruits au nom de grands principes parfaitement légitimes, tout à fait estimables, mais on a cassé des équilibres et on a joué un peu à l'éléphant dans le jeu de quilles. Alors le paradoxe, c'est que Obama, qui avait compris que les États-Unis avaient fait une grosse bêtise en Irak, s'est un peu retiré du jeu, un peu, parce que la puissance des États-Unis est telle qu'il est très difficile de ne pas être entraîné dans ce genre de choses, mais enfin il a fait le maximum pour ça. Mais en même temps, en France, nous, on a, avec un effet retard, je crois qu'on a joué aussi un rôle en Libye, selon cette grille d'analyse, disant que tel dictateur est abominable, qu'il faut punir. Voilà un langage qui n'existait pas autrefois dans les langages dans la vie internationale. Maintenant, il s'agit de punir les méchants. Donc on est petit à petit, on est arrivé à une espèce de grille d'analyse de la relation internationale extrêmement simpliste, avec les bons, les méchants, et punir les méchants et récompenser les bons. Ça, c'est une grille qui est quand même quasiment le degré zéro de la diplomatie, il faut bien dire les choses. Donc voilà, alors nous sommes maintenant un peu empêtrés, évidemment, parce que le nombre de crises que nous avons suscitées, en tout cas que nous avons contribué à aggraver, est assez considérable chez nos voisins, hein, et donc à nos frontières, en tout cas pour la France. Et en sens inverse, on peut voir que quand on prend ses responsabilités, et quand on analyse froidement la situation, en tenant compte de l'histoire, de la variété des peuples et de tout cela, finalement on arrive à une politique relativement efficace. Quand on regarde la politique française en Afrique, par exemple, vous vous rendez compte qu'il y a une zone qui est égale à 4 ou 5 fois la France, qui est tenue par 3000 soldats, avec un matériel assez rudimentaire. Et ça, on y arrive parce qu'on connaît le terrain, parce qu'on connaît les gens, parce qu'on respecte les gens aussi, parce qu'on les connaît depuis longtemps. Et donc finalement, on voit à l'inverse, et alors surtout, on ne va pas accuser un dirigeant africain, je veux citer personne, de ne pas respecter les droits de l'homme, parce que certains sont de notre côté et essayent de stabiliser la situation. Ils ne sont pas plus méchants que d'autres, enfin ils ne sont pas exemplaires non plus. Donc, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'essayer de maintenir la stabilité dans une grande zone, d'en faire une zone de paix si possible, ce n'est pas encore gagné, et de limiter à la fois les moyens qu'on y met et de maximiser les résultats en termes de stabilité. Or, qui dit stabilité, contrairement à ce qu'on peut penser, dit des vies sauvées, des familles épargnées, des biens épargnés et des possibilités de développement. Donc on peut très bien comparer un peu le désordre de nos interventions émotionnelles et dictées par la volonté de promouvoir un certain nombre de valeurs, encore une fois tout à fait estimables, à une vision plus pragmatique, plus froide en Afrique noire qui, jusque-là, on n'est pas sorti de l'auberge bien sûr, mais jusque-là quand même donne des résultats et avec en plus un coût avantage tout à fait favorable. Donc c'est intéressant de voir ces deux approches qui ont été différentes et de voir les résultats différents. Alors, l'autre inconvénient, évidemment, de brandir toujours ces valeurs, c'est qu'il y a des peuples qui ne s'y reconnaissent pas. Même si leurs gouvernements ont signé tous les protocoles voulus sur les droits de l'homme, etc., il y a des cultures différentes. Et donc, c'est vrai que la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est un grand événement et qui a marqué en fait la fin du XXe siècle et qui est une sorte de référence pour nous tous et qui est inspirée de la Déclaration des droits de l'homme de la Révolution française et aussi de la Déclaration d'ailleurs des droits américains, de la Constitution américaine. C'est vrai que c'est un instrument formidable et ça restera pour longtemps encore l'ultime référence. Mais ça a été signé, il ne faut pas l'oublier, à un moment où la domination
du monde occidental était écrasante. Il y avait moins d'une centaine de membres à l'ONU. Tous ces membres étaient, toutes ces élites, ces diplomates, ces ministres étaient formés à l'occidental. Et donc nous étions à un moment de victoire sur le nazisme, d'euphorie en quelque sorte. C'était un pas en avant très important pour l'humanité. Mais à l'époque, le monde faisait, je ne sais pas, mais probablement moins de 2 milliards d'habitants. Maintenant, il en fait plutôt 10. Les peuples sont partis dans des directions différentes. Les régimes. C'est intéressant de voir que dans la charte de l'ONU, et encore une fois, c'est un point très important, c'est un acquis considérable pour l'humanité, mais dans la charte de l'ONU, il n'est nullement et nulle part fait référence au type de régime auquel les pays doivent se souscrire. On prend les régimes tels qu'ils sont. Nous sommes en ce qu'on appelle en intergouvernemental pur. Et donc, les régimes, même dirigés par un autocrate ou voire un dictateur, ont leur voix à l'ONU. Il faudrait vraiment qu'ils nuisent à la stabilité internationale et que le Conseil de sécurité en juge ainsi pour l'expulser de l'ONU. C'est arrivé, bien sûr, mais c'est très rare. Donc on ne va pas, en quelque sorte, imposer des régimes ou intervenir pour imposer des régimes. On ne voulait pas. Mais comme je vous l'ai dit, puisqu'il n'y a pas il y a un bras armé dans l'ONU. Le bras armé, c'est les opérations de maintien de la paix décidées à l'unanimité par le Conseil de sécurité. Mais quand il n'y a pas unanimité, dans sa sagesse, les créateurs de la charte de l'ONU, dans leur sagesse, ont fait un système qui prend en compte le point de vue de toutes les grandes puissances. C'est un système réaliste. Et donc, quand on dit le veto marque l'échec des Nations Unies, pas du tout. Il a été vécu comme tel, c'est-à-dire une appréhension réaliste du rapport de force international pour arriver à obtenir comme résultat le fait que quand tous est d'accord, ça marche, et quand quelqu'un n'est pas d'accord, une grande puissance, eh bien, il vaut mieux attendre ou ne rien faire, parce qu'à ce moment-là, eh bien, on déstabilise tout le système. C'est une marque de réalisme, le veto. Et donc, dans ces circonstances, on a construit un système intergouvernemental qui fonctionne plus ou moins bien. On a construit un système, on est en cours de construction d'un système de valeurs plus ou moins qui s'impose petit à petit. Mais encore une fois, les valeurs, elles s'imposent par l'exemple, elles s'imposent par l'utilité, elles s'imposent par l'évolution, par l'éducation des peuples. Elles ne s'imposent pas par les baïonnettes et les chars d'assaut. Ça n'existait pas. Et en attendant, pour que les valeurs s'imposent par l'exemple, eh bien, il faut soi-même être exemplaire, il faut les pratiquer, ces valeurs, et puis il faut laisser les gouvernements évoluer. Alors, ça n'interdit pas d'avoir ces jugements, de considérer que tel gouvernement est dirigé par une brute infâme, ou que tel autre, au contraire, mérite notre soutien parce qu'il fait un effort louable pour libéraliser ses institutions et sa politique, puisque c'est un peu notre modèle. Mais de là à intervenir par la force, ça nous conduit au désastre. Alors, je vais peut-être même m'arrêter là, parce que je pourrais parler des heures. Très bien. Alors, il y a dans notre, disons, dans notre façon de répandre ces valeurs, il y a un aspect qui est d'autant plus contre-productif que, en fait, en portant un jugement national de valeurs qui nous oblige à intervenir, dans la réalité, nous sommes à un moment ou un autre obligés de prendre en considération les rapports de force réels. Et donc, c'est là qu'on arrive à cette... C'est là qu'on arrive à ce qui est convenu d'appeler les 2 poids 2 mesures. Parce que c'est clair que
on n'intervient pas sur un pays très puissant et doté de l'arme atomique. C'est vrai qu'on ne traite pas de la même façon un petit pays et puis un grand pays dont on dépend pour le pétrole ou pour le gaz. C'est vrai que il y a des pays qui, pour des raisons financières, par exemple, sont épargnés. Et donc, finalement, les valeurs mêmes qui nous servent de critères dans ces relations internationales sont elles-mêmes abîmées, si je puis dire, par la nécessité, que je ne condamne pas d'ailleurs, mais de prendre en considération des réalités internationales qui s'imposent. Donc, nous sommes en fait dans une période où l'on tire quand même un peu les conclusions de ce qui s'est passé, qui est, il faut le dire, assez désastreux, à commencer par la guerre en Irak. Et on a vu le président Obama, par exemple, dans un interview dans une revue américaine qui s'appelait The Atlantic, d'abord reconnaître l'erreur qu'avait été l'intervention en Irak, dire que les États-Unis n'avaient plus à faire les gendarmes partout, et puis dire que finalement une certaine discrétion était aussi bien. Alors, et surtout, il y avait ce mot qui était leading from behind, c'est-à-dire laisser faire les autres. Et heureusement qu'il y en a certains qui se sont dévoués pour la cause et parfois à leur propre détriment. Donc voilà. Et alors, il y a aussi une chose que je voudrais dire, c'est que quand on regarde, vous avez un corpus de valeurs générales qui est universellement admis par les États et sans sanction internationale en dehors d'accords unanimes du Conseil de sécurité. Et qui lui-même n'aime pas trop faire de l'ingérence, parce que chaque État se dit, si je vais intervenir chez le voisin, un jour ou l'autre, ça arrivera chez moi. Bon, cette règle a été plus ou moins bafouée par les États-Unis en 2003, d'autres ont suivi, mais c'est un système, comme je vous l'ai dit, qui progresse, qui progresse petit à petit. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que nous sommes à un tournant, en fait. Nous sommes à un tournant parce qu'après Obama, évidemment, Trump, contrairement à ce qu'on pense, il revient à une sorte d'isolationnisme américain. C'est sa tendance. Il est poussé par... il représente quand même à peu près une moitié de la population américaine, un peu moins compte tenu du système électoral, et qui, évidemment, n'a pas envie de se lancer dans des aventures, de voir les boys se faire tuer ailleurs. Quand on regarde la France, l'Angleterre, enfin les pays qui sont beaucoup intervenus, il y a aussi une espèce de réserve croissante vis-à-vis des interventions sur des bases, j'allais dire axiologiques, comme on dit, c'est-à-dire de valeurs à répandre dans le monde. Je crois qu'on est dans une période qui change. Mais il reste quand même un élément qui est intéressant, c'est que autrefois on respectait les gouvernements quels qu'ils étaient, quels qu'ils soient, quels qu'ils fussent. Et donc on disait du mal dans la presse, mais les gouvernements s'abstenaient de critiquer. C'est là une règle diplomatique habituelle. La presse s'exprime et dit un tel est un infâme dictateur, l'autre un autocrate qui ne respecte pas les droits de l'homme, ainsi de suite. Mais le gouvernement ne dit rien. Or, quand vous regardez l'évolution, vous vous rendez compte que un certain nombre de gouvernements sont de plus en plus, s'expriment de plus en plus fermement sur la qualité morale de tel ou tel dirigeant étranger, etc. Ce qui est une chose qui n'arrivait jamais auparavant. C'est là aussi une tournure des choses qui est évidemment un petit peu dangereuse. Et quant à la diplomatie française, quand on regarde, il y a eu un moment, j'allais dire, je dis pas privilégié, mais maudit, où il y a
quelques mois, on était brouillé avec tous les principaux dirigeants du monde et ignoré par les autres. Je suis désolé de le dire. On s'est brouillé avec Trump au moment des élections. On était brouillé avec Poutine au moment de la crise syrienne. Comme je vous l'ai dit, on a mis par terre la moitié des gouvernements arabes laïques, et on avait, à part le club européen, qui lui-même connaissait quelques difficultés, qui sont surmontées, Dieu merci, enfin j'espère, finalement, à force de dire du mal des gens, il ne faut pas s'étonner qu'ils vous en veulent. Voilà, je m'arrête là. Merci. Voilà, donc Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire franco-russe. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour ce propos passionnant, tout en retenue, mais passionnant. Vous avez un peu anticipé ma question. Vous avez évoqué les débats aux États-Unis, les premières réserves d'Obama, la rupture que pourrait annoncer Trump, ou le retour de Trump à des positions isolationnistes, l'effet de retard aussi en France, mais c'est peut-être valable pour le reste de l'Europe. Est-ce que finalement c'est une parenthèse ? Est-ce que finalement l'Occident, d'abord aux États-Unis, ensuite l'Europe, va renoncer à propager la bonne parole, si j'ose dire ? Ou est-ce que c'est une parenthèse ou un phénomène durable, finalement ? Et dans le prolongement de cette première question, est-ce qu'un retour à la diplomatie d'antan, qui implique, vous l'avez dit, du recul, peut-être aussi du secret, est envisageable ? Je crois qu'on va faire plus attention. Mais je ne sais pas si ça sera dû à une analyse froide et rationnelle des relations internationales, ou si ça sera dû tout simplement à l'émergence du monde multipolaire avec des grandes puissances qui n'auront pas du tout envie de se faire marcher sur les pieds et qui n'accepteront pas ces interventions. Il ne faut pas oublier qu'actuellement, quand même, le Conseil de sécurité, il marche, si je puis dire, sur trois pattes. Il n'y a pas l'Inde, il n'y a pas des pays comme le Brésil, il y a des très grandes puissances qui n'y sont pas et qui ne peuvent pas s'exprimer. Mais en général, ces pays, Inde, Brésil, on parlait aussi de l'Afrique du Sud, sont des pays. Alors le Japon et l'Allemagne aussi, qui tapent à la porte, sont plus, on va dire, ont plus suivi le modèle ambiant. Mais il y aura de plus en plus de très grandes puissances dans un monde multipolaire, et donc nous ne serons plus les seuls. Donc de facto, je pense que l'évolution, ça va vers plus de discrétion en ce qui concerne nos valeurs, parce que la Chine ne partage pas nécessairement les valeurs chrétiennes, l'Inde non plus. Le Japon est dans le bloc occidental, si on peut dire, mais enfin, ces valeurs ne sont pas exactement les mêmes. Donc, par la force des choses, par le simple jeu des rapports de force, je pense que cette évolution tire vers sa fin. Alors, les questions. Je vais poser une question qui passionnera tout le monde, j'en suis sûr, mais aussi, disons franchement, que vous puissiez vous exprimer, monsieur l'ambassadeur, même si vous n'êtes plus tenu par ce devoir de réserve, en tout cas pas sur un plan administratif, sur un plan moral et humain sans doute, mais comment est-ce que vous commenteriez les premiers pas du président Macron sur la scène internationale, et comment se situe-t-il, pour autant que vous puissiez le commenter, dans cette échelle de valeurs entre la diplomatie à l'ancienne et le néoconservatisme ambiant? Alors, je ne dirais pas la diplomatie à l'ancienne. Je me permets de vous reprendre là-dessus, parce que la prise en compte de l'histoire de la civilisation, de la culture et du rapport de force, c'est pas de la civilisation, de la diplomatie à l'ancienne, c'est de la diplomatie tout court. On le faisait d'une façon différente autrefois qu'on le fait maintenant. Il y a d'autres instruments. En ce qui concerne... moi, d'abord, d'un point de vue, j'allais dire franco-russe, c'est clair que l'invitation du président Poutine à Versailles est un coup superbe. C'est le premier dirigeant étranger à être invité en France, avec un certain apparat. Et ces invitations, ça ne se fait pas sans
sans une volonté majeure, politique, de la part du président qui l'adresse. Donc il y a déjà ce premier élément. Et dans mon livre, vous verrez, il y a l'aspect transgressif d'une grande diplomatie, et c'est ce que disait Jean-Félix sur le courage politique. Le courage politique, encore une fois, c'est se brouiller avec ses amis au nom de ce qu'on croit être juste. Et il est clair que la volonté, enfin l'invitation du président Poutine à Paris par notre président de la République a marqué une sorte de transgression par rapport, j'allais dire, à l'atmosphère ambiante. Donc ça, c'est un élément que je trouve personnellement très, très positif. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, nous avions vraiment besoin dans les relations franco-russes d'une remise à niveau, en tout cas d'un redémarrage à la case départ, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était pas très, très brillant. Et donc, je crois que ce reset à la française était indispensable et qu'il a été réalisé. Et puis la troisième chose que je dirais, c'est que, bon, une chose est sûre, c'est qu'on a maintenant affaire à des gens pragmatiques. Donc, et bien sûr, chacun a ses idées. Encore une fois, il ne s'agit pas de renoncer à ses propres valeurs, ce n'est pas le sujet. Mais il s'agit de faire de la diplomatie, c'est de parler avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs et d'arriver à des objectifs communs qui sont la stabilisation de la situation, la paix pour les peuples et la prospérité, si c'est possible, par le commerce et ailleurs. Et donc je crois que tous les espoirs sont permis. D'autres questions? Ambassadeur, merci beaucoup de votre intervention qui était vraiment passionnante et très renseignante. Et donc la question, comment expliquez-vous alors les grands zigzags ou dérives de la politique étrangère de la France par rapport à la décision de l'intervention humanitaire? Je parle de 1999, Yougoslavie. Après, c'est 2003, en ce qui concernait l'Irak. Et après, notre soubresaut ou autre zigzag, c'est l'intervention contre la Libye en 2011. Et ensuite, la Syrie, la position envers Bachar el-Assad. Merci. Alors, d'abord, il faut retirer l'Irak quand même, hein, parce que la France s'est opposée au Conseil de sécurité à donner un blanc-seing à la coalition pour aller attaquer l'Irak. Donc l'Irak ne rentre pas dans ce domaine. Et en 2001, au moment de la première guerre d'Irak, tout le Conseil de sécurité était d'accord et la coalition a agi avec l'appui international quasiment total. Même les États arabes étaient d'accord et la Russie était d'accord. Nous étions dans une période où il y avait un vrai consensus international. En 2001, hein, je parle. Pardon, 91. 91, excusez-moi, je me trompe de 10 ans. Voilà. En 2003, la France était contre, en effet. 91, pardon. Donc, pour le reste, c'est un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il y a eu des phénomènes d'entraînement. Je pense que la presse a joué un rôle important. L'opinion, l'émotion, la souffrance des peuples. La souffrance des gens elle est immédiatement perceptible. À l'écran, elle interpelle les chefs d'État, les dirigeants. C'est très difficile de prendre des décisions avec le recul nécessaire, parce qu'on ne peut pas ne pas être bouleversé par ce qui se passe. Je pense que ça a joué un rôle très important, plus le côté messianique de la France, hein, la France révolutionnaire. La France aime les révolutions, la France aime les révolutionnaires, elle rattache ça à sa propre histoire. Et cette sensibilité générale a été compensée, j'allais dire, par la froideur des diplomates. On essayait de faire une juste mesure entre la sensibilité, la volonté d'aider les peuples, de promouvoir ces valeurs,
la prise en compte des réalités sur le terrain, des réalités historiques, civilisationnelles, culturelles, géographiques. Et donc, une bonne diplomatie, c'est pas une diplomatie froide et cynique, je ne veux pas dire ça du tout, mais c'est une diplomatie qui fait un juste équilibre et qui surtout ne cède pas à ses emportements et ne cède pas, comme je disais, à l'hubris, c'est-à-dire la volonté d'imposer dans le monde entier des valeurs qui ne sont pas forcément souhaitées par les peuples auxquels on s'adresse. D'autres questions? Ça ressemble à une... Merci, monsieur l'ambassadeur, pour votre présentation très intéressante. Ma question est très courte. En fait, vous avez dit que nous traitons différemment les pays avec le gaz et le pétrole. Et donc, ces gaz et pétrole, on peut considérer comme les ressources du pouvoir dur, ou hard power. Est-ce que ça veut dire que vous croyez que les pays avec soft power, au pouvoir doux, ils n'ont pas d'aucune influence. Et nous pouvons les traiter de manière vraiment différente de pays avec gaz et pétrole, des ressources. La différence entre effectivement hard power et soft power, c'est en fait très, très difficile. Quand on regarde dans l'histoire, je prends l'exemple de l'Empire romain, par exemple. Quand les Romains ont brisé la Grèce, conquis la Grèce, en fait, ils ont tous commencé à parler grec dans le monde entier. Donc ça laisse supposer qu'en fait, il n'y a pas adéquation nécessaire entre le hard power et le soft power. On a tendance à penser que le soft power est une excroissance de la puissance militaire et économique. C'est vrai, mais ce n'est pas totalement vrai. Et il y a des cas historiques. Bon. Quant aux pays qui ont du gaz et du pétrole, je crois qu'ils n'ont ni hard power ni soft power. Ils ont juste de l'argent. Et l'argent, c'est important, mais ce n'est ni, comment dirais-je, le message idéologique qui séduit les foules, le message idéologique qui était très, très fort dans le cas des États-Unis, par exemple, actuellement. Ce n'est ni les divisions blindées. Quand on voit la façon dont les troupes saoudiennes, les performances des troupes saoudiennes au Yémen, on voit bien que la guerre, la puissance n'est pas vraiment leur objet. Donc l'argent, oui, c'est quelque chose, mais l'argent n'est pas le soft power ne se réduit pas à l'argent. Voilà. Et le hard power ne se réduit pas non plus à l'argent. Pour avoir une armée puissante, une économie puissante, il faut des institutions puissantes, il faut une tradition militaire, il faut la formation, il faut une idéologie. Donc c'est encore autre chose. Mais la question des relations entre le soft power et le hard power, c'est un sujet qui mériterait de long développement et qui n'est pas résolu. La France a un vrai soft power, encore. Parce que, effectivement, elle a cette idéologie universaliste, héritée des droits de l'homme, qui est quand même très attractive si on ne va pas la promouvoir à coups de baïonnette. Mais ça joue. Quand vous voyez par exemple fleurir partout dans le monde les instituts Confucius, c'est clair que la Chine estime qu'elle a un vrai soft power et qu'elle a envie de promouvoir ses valeurs. La Russie aussi avec ses instituts. Donc, encore une fois, c'est pas lié nécessairement, je crois, à la puissance militaire. En tout cas, la puissance militaire brute. C'est quelque chose de très complexe, le soft power. Ça ne peut pas se réduire à la puissance pure. Il y a aussi autre chose, Dieu merci. Il y a le monde des idées. D'autres questions? C'est pas possible de vous poser encore une question, s'il vous plaît. Voilà. S'agissant du soft power, I have a dream.
peut-être le français va revenir sur la scène européenne après le Brexit. Qu'en pensez-vous? Disons qu'il va reprendre, un petit peu du poil de la bête, comme on dit, mais il y a quand même, tous les nouveaux adhérents ne parlent qu'anglais. Personne n'a pris la peine d'apprendre le français. Donc on peut essayer progressivement. Puis n'oublions pas que dans la période héroïque de la construction européenne, il y avait deux langues ennemies, hein. Il y avait l'anglais, le français, plus l'allemand. Les Allemands avaient le droit de s'exprimer au comité des représentants permanents en allemand. Et donc on a démarré quand même à 3. Pour la petite histoire, ce sont les Belges qui ont empêché le français d'être la langue unique de l'Union européenne. Parce que on avait signé, tout allait bien et il n'y avait que le français. On était 6 à l'époque, hein. Vous vous rappelez, il y avait la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Donc tout le monde s'était mis d'accord. On était en 58. L'Allemagne n'avait pas encore acquis la puissance qu'elle a maintenant. Elle avait accepté plus facilement que ce soit le français. Et à ce moment-là, les Belges, c'est une histoire belge d'ailleurs, ce sont les néerlandophones qui ont dit mais pas question, nous sommes un pays bilingue. Et donc nous demandons à parler notre langue. Et à ce moment-là, ils ont dit, mais si les Néerlandais ont le droit de parler leur langue, enfin néerlandophone, pourquoi pas les Italiens, et pourquoi pas. Et c'est ainsi que l'Union européenne est devenue une institution multilingue. Donc je crois que le français va remonter. De toute façon, il n'est pas descendu... enfin, moi, je me souviens, quand j'étais à Bruxelles, on négociait en français. Par exemple, l'adhésion de l'Espagne et du Portugal a été négociée en français. Maintenant, l'adhésion des pays baltes, tout ça, ça s'est fait en anglais, bien entendu. Et donc, maintenant, je crois qu'on ne pourra pas revenir à une langue unique. Hein, ça, c'est clair. Et l'anglais restera toujours la langue de l'Irlande. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Vous avez évoqué l'ONU comme mécanisme universel de règlement des conflits dans le monde entier après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, ces derniers donc veto russe était considéré par donc, le gouvernement français par la catastrophe sur la Syrie. Il y avait, on mentionnait trois fois de suite, le veto russe, c'était une sorte de catastrophe. Bon, d'ailleurs, donc, si je comprends bien, plusieurs présidents français, à commencer par Sarkozy, avançaient l'idée de la réforme de l'ONU et de l'élargissement du Conseil de sécurité et d'interdiction du droit de vote. Quelle est votre vision de la réforme éventuelle du Conseil de sécurité? Comment vous voyez les perspectives de l'ONU? Merci. Encore une fois, moi je crois que le veto, c'est une institution sage. Et que là encore, des gens qui vous parlent par exemple de démocratie dans les institutions internationales, c'est une absurdité. Qu'est-ce que ça veut dire la démocratie dans les institutions internationales? C'est un système interétatique. C'est-à-dire la démocratie, ça veut dire que San Marino ou le Luxembourg pèsent autant que les États-Unis. C'est ça ce que ça veut dire. Donc ça n'a pas de sens. Donc le veto, ce sont les pays qui ont une caractéristique une puissance de nuisance et d'influence et une puissance tout court importante qui doit être prise en compte. Voilà. Donc, alors, l'élargissement, il est bloqué pour une raison très simple. C'est que le Pakistan ne veut pas que l'Inde rentre, que l'Italie ne veut pas que l'Allemagne rentre, que la Chine ne veut pas que le Japon rentre, et donc tout ça se bloque. C'est dommage, parce que ça conduit en fait à un court-circuitage de cette organisation internationale. C'est là qu'apparaissent brusquement le G7, autrefois le G8, le G20, qui à l'origine étaient des institutions économiques et puis qui s'occupent de plus en plus de questions politiques. Donc quand on voit les communiqués du G7 ou du G20, on se rend compte qu'il y a une part importante de politique dedans. Pourquoi? Parce que comme le Conseil de sécurité n'est pas
totalement représentatif de l'état des puissances dans le monde, effectivement, parfois on a besoin de passer à côté, de trouver d'autres systèmes. Quant à un droit de veto, alors moi c'est mon point de vue personnel, mais un pays est profondément légitime à défendre ses intérêts par un droit de veto. C'est critiquer le droit de veto, on peut le critiquer. La France l'a utilisé au moment où ses intérêts étaient en cause, au moment de la guerre d'Algérie, par exemple. Et nous avons menacé de le faire au moment de l'indépendance des Comores et de Mayotte. Donc, quand on a des intérêts qui vous touchent et quand on a une puissance qui compte, eh ben, on utilise son droit de veto. Alors, il ne faut pas abuser, il ne faut pas arriver à un blocage total. Mais, par exemple, au début de la crise yougoslave, par exemple, pour reprendre ce que disait Natalia, nous avons... le Conseil de sécurité a voté à l'unanimité des résolutions au début. C'est après que ça a commencé à marcher moins bien. Et donc il y a une capacité. Et l'intérêt du droit de veto, et c'est là qu'une diplomatie doit pouvoir s'abstraire des invectives et essayer de négocier, c'est que puisqu'il y a une grande puissance qui bloque, il va falloir prendre en compte ses intérêts. Et donc il va falloir son point de vue. Et donc il va falloir négocier. Et donc on revient à la diplomatie. Donc encore une fois, pour revenir au sujet des valeurs, si on s'abstrait un peu des anathèmes, des condamnations morales, etc., on arrive finalement à faire tourner le système et notamment les Nations Unies. Donc moi je trouve que ce système est très je l'ai pratiqué dans ma carrière, il est très intelligemment conçu, mais il ne s'agit pas de cornériser, comme on dit en mauvais français, c'est-à-dire de mettre dans un coin une puissance et de dire il a mis le droit de veto. Non, le droit de veto, il est là pour, si vous voulez obtenir un résultat, eh ben, il faut discuter et il faut arriver à une solution. Et c'est ce qu'on fait en général, on y arrive et vous allez voir que dans les prochaines semaines, très probablement, on va y arriver. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, on a une question qui vient d'Internet. Internet voudrait savoir, avez-vous une idée de qui sera le prochain ambassadeur de France en Russie ? Ah non, je n'ai aucune idée, aucune idée. Je ne suis plus dans le cercle restreint qui prend les décisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Petite question. Est-ce que vous avez vu le film américain avec The Dog ? Oui. Alors, qu'en pensez-vous sur la manipulation de l'opinion publique et de la mentalité humaine dans quel que soit le but de cette manipulation ? Du point de vue de diplomatie ou du point de vue de n'importe quelle création de la situation au profit de quelqu'un ? Il est clair que l'opinion peut être manipulée. Il est clair qu'il y a à l'époque, les néoconservateurs américains avaient décidé de faire la guerre en Irak en utilisant le prétexte des attentats des Twin Towers. Et donc ils ont tout fait pour faire ça, y compris en manipulant l'opinion publique. Mais vous noterez quand même que l'Amérique est quand même une grande démocratie et que ça a marché une fois, mais très probablement ça ne marchera pas une deuxième fois. En France, on n'a pas... c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Je pense que le gouvernement a été conduit par l'opinion à faire disons, à prendre des décisions inconsidérées. C'est déjà beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, soit sur Internet ? Bonjour. Moi, j'avais une question au sujet. Que pensez-vous de l'efficacité des... excusez-moi. Des contraintes qui ont été mises, des sanctions, voilà, des sanctions économiques qui ont été imposées à la Russie. Et pensez-vous que ça va se solutionner dans le futur ?
Écoutez, je dirais que prendre des sanctions contre une très grande puissance, c'est quelque chose qui ne marche pas. Donc, dans l'histoire, parfois les sanctions ont marché. C'est sûr que sur l'Afrique du Sud, contre l'apartheid, avec une unanimité quasi mondiale, les sanctions ont joué un rôle. Mais les sanctions jouent un rôle d'appoint. C'est finalement l'opinion, la sagesse des dirigeants. Les vraies réformes dans un pays, elles viennent de l'intérieur. Elles ne sont pas imposées de l'extérieur. Alors maintenant, il faut savoir aussi quelles sanctions on met. Il y a des sanctions qui sont symboliques, d'autres qui sont économiquement lourdes, et certaines économiquement néfastes pour ceux qui les édictent. Et donc voilà. Donc, quand on regarde en plus le fait que nous sommes dans un monde multipolaire, c'est-à-dire qu'il y a la Chine, une énorme puissance, il y a énormément de pays qui ne souscrivent pas aux sanctions et qui donc ne les violent pas puisqu'elles ne les concernent pas. Donc en fait, on se rend compte que les sanctions, c'est un instrument quand même dont l'efficacité est pour le moins contestable. Ensuite, il y a un autre élément, c'est que dans l'histoire des sanctions, on voit très bien qu'une fois qu'on les a mises, on n'arrive plus à en sortir. Et surtout quand on les a mis collectivement. Donc les États-Unis, même les États-Unis, pays seul qui est capable de décider des sanctions tout seul, on se rend compte qu'il y a une espèce de telle pesanteur dans les sanctions que même quand ils souhaiteraient s'en débarrasser, ils n'y arrivent pas. Hein. Il a fallu 20 ans pour supprimer l'amendement Jackson-Vanik, alors que toutes les 40 ans. Alors que la plupart des intéressés voulaient s'en débarrasser. Donc, bon. Et alors, quand vous êtes à 28 États membres de l'Union européenne, je peux vous dire que sortir des sanctions, c'est pas simple non plus. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on en a. Il faut en user avec beaucoup de prudence, de raison et de modération. J'en n'exclus pas a priori les sanctions, parce qu'il faut marquer symboliquement sa réaction. Les partisans des sanctions disent qu'il vaut mieux des sanctions qu'une bonne guerre. Oui, mais enfin, la bonne guerre, Dieu merci, on ne l'aura jamais. Mais en revanche, il est permis parfois d'exprimer symboliquement son refus de certaines situations, etc. Mais il faut faire attention de ne pas se tirer une balle dans le pied. Hein. Bonsoir Monsieur l'Ambassadeur. Je voulais juste connaître votre vision de l'influence de la Russie en Asie centrale face à différentes sphères qui se recoupent pas forcément, que ce soit le monde perse, le monde turcophone, la Chine dont la Russie est alliée suite à la conférence de Shanghai et un petit peu au cours des prochaines décennies, quel sera le rôle, qui va jouer le rôle de l'Angleterre dans le grand jeu russe en Asie centrale? Pas l'Angleterre en tout cas. Mais l'Asie centrale, c'est pas exactement la même chose, parce que c'est une vaste fresque là, à laquelle vous m'invitez, parce qu'on met la Chine, l'Iran, la Turquie, etc. Mais pour me limiter à l'Asie centrale, je dirais simplement que il ne faut pas sous-estimer les liens humains tissés pendant 70 ans de cohabitation au sein de l'Union soviétique. Et donc, il y a beaucoup de pensées simplistes sur le fait que ces pays ont acquis leur indépendance, veulent prendre leur distance vis-à-vis de la Russie, etc. Mais tout ça est à la fois vrai et faux. C'est vrai parce que quand on donne, j'ai connu ça par exemple dans les pays africains, quand vous donnez l'indépendance à un pays, ou même l'autonomie simplement, vous rentrez dans un processus où cette indépendance s'accroît de plus en plus. Donc on commence par mettre des droits de douane parce que ça finance le gouvernement. Et puis le gouvernement, une fois qu'il est financé, il commence à créer sa propre armée, etc. Donc il y a des processus d'indépendance qui sont irréversibles. Ça, c'est clair. Mais ces pays ont été profondément marqués
qui étaient des pays extrêmement, enfin pour la plupart, Dieu me pardonne, mais extrêmement arriérés au moment de la création de l'Union soviétique. Donc la civilisation russe et soviétique les a profondément marqués. Il y a des liens économiques, personnels, culturels qui se sont établis. Et même si ces pays, maintenant, tout à fait légitimement, désirent commercer avec la Chine, avec l'Europe, avec d'autres pays, de toute façon, ils restent très profondément imprégnés par ces 70 ans de compagnonnage avec l'URSS. Et donc, à un moment ou à un autre, cette chose apparaîtra de façon évidente et apaisée. Donc, ça, c'est mon analyse sur l'Asie centrale. S'il y a un grand jeu, évidemment, c'est avec la Chine qu'on discute. Moi, je ne suis pas un grand expert de la Chine, mais la Chine résonne à Milan. Hein, donc, on sera tous morts. Monsieur l'ambassadeur, je me permets de rebondir sur votre remarque à propos des pays d'Asie centrale. Vous avez dit que tôt ou tard, cela apparaîtrait, cette profondeur, cette imbrication des liens, et que cela apparaîtrait de façon apaisée. Est-ce que vous diriez la même chose sur l'Ukraine et la Russie ? Là, c'est plus rude comme question parce que je cite une anecdote. J'étais dans un taxi et le chauffeur de taxi commence à éructer des mots grossiers, etc. Alors je dis mais qu'est-ce qui se passe, etc. En fait, il était au téléphone avec son cousin qui était en Ukraine. Donc alors, c'est à la fois positif et négatif. Négatif parce que c'était un niveau de violence absolument ahurissant. Et positif, c'est que quand même on arrive à se téléphoner, c'est déjà quelque chose. Mais c'est dire quand même que la situation est plutôt grave. Donc j'ai un peu le sentiment qu'il faudra une ou deux générations pour qu'on arrive à un tel apaisement, malheureusement. Mister Ambassadeur, je suis désolé, je ne peux pas me lever. Je suis au fond de la salle et je suis complètement bloqué. Je m'appelle Emmanuel Kidé, si vous ne m'avez pas reconnu. Non, j'ai juste une question pour revenir aux valeurs. L'Union européenne n'a pas d'armée. Ça semble très difficile d'avoir une armée commune parce que beaucoup de pays n'en veulent pas. Donc on a des budgets militaires régionaux, si je veux parler par pays. Et par ailleurs, l'Union européenne défend toujours ses valeurs, à juste titre d'ailleurs, mais elle veut promouvoir ses valeurs. Alors, promouvoir ses valeurs quand on n'a pas d'armée, qu'est-ce qui reste pour pouvoir les promouvoir au bout d'un moment, à partir du moment où on rentre en conflit ? Ce qui s'est passé avec la Russie, par exemple. Moi, je pars de l'idée qu'on ne promeut pas ses valeurs avec son armée. Alors qu'ensuite on en ait une, c'est un autre problème. Qu'on soit un pays puissant, un ensemble, le soft power, c'est plus complexe. Donc on peut promouvoir ses valeurs par le commerce. Il y a une chose qui est très intéressante. Quand on regarde par exemple la façon dont s'est répandu le monde arabe, l'islam. Il y a une partie, l'islam le plus nombreux, le plus significatif, c'est l'islam en Asie. C'est pas l'islam du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Or, c'est intéressant parce que l'islam en Asie, à part peut-être les Moghols, mais il a été essentiellement promu par les commerçants. C'était on faisait du prosélytisme en faisant du commerce. Et cet islam est finalement, paradoxalement, beaucoup plus solide et plus stable. Je touche du bois, il n'y en a pas beaucoup dans le coin, mais que l'islam au Moyen-Orient. Alors, donc, l'Europe, si elle se porte bien, elle exporte naturellement ses valeurs. Elle n'a pas besoin d'armée pour le faire, à vrai dire. Hein. Alors, maintenant, on est vraiment à un moment un peu crucial, parce que si vraiment, ce qui n'est pas sûr hein, du tout, mais les États-Unis tombent dans l'isolationnisme et disent, comme ils l'ont fait en 1920, hein, puisqu'ils ont signé la Société des Nations, et puis finalement ils n'y ont pas participé, et certains historiens considèrent que ça a été une des causes de la Deuxième Guerre mondiale, parce que si les États-Unis avaient participé à la Société des Nations, ils auraient été impliqués dans la stabilité, dans la paix du continent.
Alors, si donc les Américains replongent dans l'isolationnisme, j'ai du mal à y croire, on va dire. Hein, et d'ailleurs, les premiers signes ne sont pas très positifs à cet égard. Enfin, en tout cas, ne montrent pas cette direction-là. À ce moment-là, l'Europe n'aura pas le choix. Mais en fait, la vraie difficulté, c'est que est-ce que le mûrissement institutionnel de l'Europe lui permet d'avoir une armée autre que, disons, un ensemble de forces capables d'intervenir pour des opérations humanitaires ou en soutien de l'initiative d'une ou deux grandes puissances? On peut se poser la question. Donc, c'est bien d'y penser. Ça fait 10 ans qu'on y pense. Je pense qu'on va probablement progresser, mais ça ne sert à rien d'avoir une armée si on n'a pas une politique étrangère. Alors pour l'instant, l'Europe est très partagée. Elle est très partagée entre ceux qui considèrent que le danger vient du Sud, c'est-à-dire en fait de Daesh et d'autres qui pensent, enfin des djihadistes, et puis d'autres qui pensent, parce qu'ils ont des raisons de le penser, historiques, je pense aux Baltes ou d'autres, à la Pologne, chacun que le danger vient plutôt de la Russie, ce qui est un point de vue qui n'est absolument pas partagé par les pays du Sud. Donc quand on a une telle division entre la sensibilité en termes de sécurité, c'est très difficile d'élaborer autre chose que des instruments qui pourront un jour servir au moment au moment où la situation sera mûre, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas actuellement. C'est pas le cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonsoir Monsieur l'Ambassadeur. Julien Tenier de l'ambassade de Suisse. J'aimerais revenir à la question, ou surtout la problématique de cet équilibre entre politique étrangère basée sur les valeurs et politique étrangère basée sur les intérêts. Évidemment, c'est toujours difficile parce il n'y a pas seulement le ministère des Affaires étrangères, mais d'autres ministères qui font de la politique étrangère, le ministère de l'économie, le ministère des Finances notamment. Et dans ce contexte aussi, pour revenir à la question que vous avez posée ou que vous avez évoquée, c'est la question de la démocratisation de la vie internationale ou de la diplomatie internationale. On a assisté à deux phénomènes en tout cas. Tout d'abord, c'était la création du Conseil des droits de l'homme, qui est une instance qui n'est pas fondamentalement démocratique, puisque c'est aussi intergouvernemental, mais qui permet un débat sur les droits de l'homme. Et deuxièmement, l'inclusion dans la diplomatie multilatérale de la société civile, notamment des ONG qui participent de plus en plus souvent aux débats internationaux, que ce soit à New York, à Vienne ou à Genève, dans différents types de forums. Et ça, je crois que c'est un développement intéressant à relever, qui aussi peut-être pousse les diplomaties des États à se pencher sur les questions de droits de l'homme ou des valeurs. Parce que vous l'avez évoqué, il y a aussi l'opinion publique qui est très forte. Ce sont des mouvements qui se renforcent les uns et les autres. Alors justement, dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on fait pour répondre à ces attentes de ces différents forums, et surtout, comment est-ce qu'on fait pour donner quand même une certaine vision de développement aux populations qui vivent dans des pays relativement stables, mais qui ne voient justement pas forcément un grand progrès. Et peut-être encore, pour rebondir sur une question qui a été évoquée plus tôt, c'est la question du soft power de l'Union européenne. Je crois que les programmes de développement de l'Union européenne constituent un des instruments puissants du soft power et de l'élargissement de cette puissance européenne qui n'est pas militaire, justement. Question suisse, hein. C'est assez long. Quand vous dites les ONG, vous dites les ONG occidentales, vous parlez aussi des islamistes associés, etc., etc. Les ONG, c'est le reflet des différentes sociétés. Pourquoi considère-t-on comme ONG uniquement Médecins du Monde, Oxfam, etc. Les autres, ils en ont plein. J'ai assisté à des réunions extrêmement difficiles entre ONG françaises qui se disaient comment faire de la place aux autres et doit-on faire de la place
puisque justement ils ne sont pas porteurs des mêmes valeurs. Donc dans la société civile, on retrouve exactement les mêmes difficultés que dans la société interétatique. Quant à un dialogue avec les ONG, bien sûr, chaque État doit avoir le dialogue le plus riche possible avec la société civile. Il peut y avoir de la place pour un dialogue avec les ONG au niveau international. À l'ONU, effectivement, certaines sont autorisées à s'exprimer, mais il n'en reste pas moins que ces ONG ne font que représenter des sociétés où elles sont nées, où elles fleurissent, et avec leurs défauts, leurs qualités et leurs valeurs. Donc en fait, ça ne change pas grand-chose, ça ne change pas beaucoup dans l'approche. Hein. Mais j'ai répondu probablement qu'à une partie de la question, parce que... Oui, non, parce que j'ai pas pris de... Peut-être encore une question plus précise. Comment se fait l'équilibrage dans un ministère comme le vôtre entre les tenants d'une politique basée plutôt sur des questions de valeurs, droits de l'homme, droits humains, et justement les autres Ça, c'est une question que je qualifierais de sournoise. Mais écoutez, il y a manifestement, comme partout dans le monde, deux courants de pensée. Il y a un courant de pensée qu'on pourrait appeler néoconservateur, c'est-à-dire on donne nos valeurs à la promotion de la démocratie, à la promotion des droits de l'homme, à la promotion d'un certain nombre de valeurs occidentales, une grande importance, voire la priorité dans l'approche diplomatique. Et puis il y a une autre sensibilité qu'en France on pourrait qualifier, c'est Védrine qui la qualifie ainsi, de gaulo-mitterrandienne, qui est une sensibilité, je ne parlerai pas d'intérêt. Hein. Vous ne m'avez pas entendu dire une seule fois le mot intérêt, parce que la notion d'intérêt est une notion éminemment idéologique. Vous avez certains qui peuvent vous dire « Ah, mais l'intérêt de la France, c'est de s'éloigner des États-Unis », et d'autres qui disent « Non, non, l'intérêt de la France, c'est de rentrer... etc. » La notion d'intérêt elle-même est sujette à... Non, ce que je veux dire, c'est on a une vision de la politique étrangère française ou autre, qui est une vision qui comporte la recherche de la stabilité, la recherche de l'influence, la recherche d'une sorte de rayonnement culturel, de soft power, etc. Mais le mot intérêt est peut-être trop... Je ne l'aurais pas utilisé, je ne l'ai pas utilisé, mais je comprends, et ça correspond aussi à quelque chose. Mais ceux qui sont dans la sensibilité, j'allais dire, néoconservatrice, pensent qu'il est de l'intérêt de la France d'adopter cette vision, encore une fois. Donc, l'intérêt, je ne mets pas en cause, disons, le patriotisme de ceux qui ont ce point de vue-là, pas plus, j'espère, qu'ils ne mettent en cause le patriotisme de ceux qui ne pensent pas comme eux. Donc il y a cet espace. Alors, quant à l'équilibre, eh bien, il est de fait que depuis un certain temps, la tendance néoconservatrice a pris une certaine importance dans tous les ministères des Affaires étrangères de l'Union européenne. Et ceux qui ont une vision plus, j'allais dire, je ne veux pas utiliser le mot traditionnel, mais disons une vision d'équilibre des forces, de prise en compte de la civilisation, de la culture, de différents peuples. Ceux-là, malheureusement, sont moins nombreux actuellement. Mais ça peut changer. Hein, ça peut changer. Débat passionnant. Une question un peu provocatrice. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est le rôle d'une diplomatie, voire d'un président de la République, de critiquer la Tchétchénie pour son traitement des homosexuels ? Ouais. Non mais c'est pour... Oui, je vois un joker. Écoutez, moi je dirais simplement qu'on est en campagne électorale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou sur Internet? Non. Il y en a ou pas? Non, très bien. Alors, contrairement à d'habitude, comme Jean Gnasti est l'auteur d'un ouvrage qui vient de sortir, il sera sur la gauche de la salle, ici, où l'ouvrage sera en vente et où il pourra vous le dédicacer. Je vous remercie, je le remercie beaucoup d'être venu avec nous ce soir.